À l'heure des commémorations, qui se souvient encore, à part ces vétérans réunis aux Invalides, du coup de force des Japonais en Indochine, quelques mois avant leur capitulation? Le 9 mars 1945, il n'aura fallu qu'une nuit aux troupes d'occupation nippone pour mettre fin à presque un siècle de présence française. Aujourd'hui, de la perle de l'Empire, il ne reste que des images fugitives du temps des Français, la mémoire des 80 000 morts d'une guerre perdue avant même d'avoir commencé, et l'amertume de Baodai, un vieil empereur qui a raté son rendez-vous avec l'histoire. Une histoire qui fut d'abord de 1940 à 1945, le temps des illusions, des malentendus et des humiliations pour les Français comme pour les Vietnamiens. Comme une corne d'abondance accrochée au fronton de l'immense continent asiatique, l'Indochine a été pendant 83 ans l'une de nos plus belles colonies. Ses richesses naturelles ont de tout temps fait de l'Indochine l'objet de sournoises convoitises. Avec ses pagodes aux toits bizarres, ses marchés mystérieux et le charme tout extrême oriental des quartiers indigènes, l'Indochine n'a souvent été pour nous qu'un mirage, pays lointain d'hommes aux yeux en amande et aux dents noires, où les chapeaux ont la forme des pagodes. Les Vietnamiens regardaient les Français toujours comme des occupants. Et comme ils aspiraient à l'indépendance nationale, ils accueilleraient volontiers tout événement qui leur permettrait de réaliser cette indépendance. Les discours hostiles à la colonisation ont peu de portée, sont peu entendus. C'est reçu comme étant un accident de parcours et non comme un mouvement de fond, et que le mouvement de fond, c'est le destin de la plus grande France. Le 19 juin, exploitant l'effondrement de la France, le Japon adresse un ultimatum au gouverneur général de l'Indochine. Il exige la fermeture de la frontière chinoise et de la ligne de chemin de fer Haiphong-Kunming. C'est une des dernières voies de ravitaillement des armées de Chiang Kai-shek qui essaie de contenir l'invasion japonaise, commencée en 1937. Le général Catroux, gouverneur de la colonie, cherche en vain de l'aide aux États-Unis. Abandonné à lui-même, il doit s'incliner. Quand on est battu, déclare-t-il, qu'on n'a pas d'avion, pas de DCA et pas de sous-marin, on s'efforce de garder son bien sans avoir à se battre et on négocie. Désavoué, il est rappelé par Vichy et remplacé le 29 juillet par l'amiral Decoux, qui fera la même politique. Le 30 août, en échange du libre stationnement de leurs troupes et de la mise à disposition d'aérodromes, les Japonais s'engagent à reconnaître l'intégrité de l'Union indo-chinoise et à garantir la souveraineté française. La réalité est plus ambiguë. Les soldats du Mikado se présentent en fait en libérateurs pacifiques des peuples jaunes. Dès le 22 septembre, reprochant aux Français de faire traîner les négociations, une division venue de Chine attaque la citadelle de Langson par surprise. On était à 1 contre 10 et toute la journée je suis resté à tirer avec mes fusils et mes fusils mitrailleurs contre des chars et contre l'aviation et l'artillerie. Et moi j'étais tout seul avec mes fusils mitrailleurs et ma section. Les militaires se croyaient très supérieurs à cette armée de, je dirais pas de sauvages, mais enfin de primitifs. Je me suis trouvé complètement encerclé, après m'être défendu autant que je pouvais. J'avais été blessé d'ailleurs. Je me suis dit, il faut se replier. On ne peut pas rester, les Japonais vont nous faire prisonniers. Il faut se replier sur Hanoï. Dépassé par la violence des combats et impressionné par la puissance militaire japonaise, plus de 4 bataillons de tirailleurs tonkinois désertent,
tandis que les premiers groupes nationalistes vietnamiens envahissent la province de Lang Son. Couverte de jungle, c'est le repère traditionnel de ceux que l'administration coloniale continue à appeler des pirates. On m'a nommé aussitôt résident de Lang Son. Les Japonais l'occupaient. Ils avaient monté des bandes, toujours dans leur tactique, d'affaiblir la France. Il fallait nous affaiblir, mais il ne fallait pas nous chasser. Ils en avaient dressé quelques-uns au Japon. Et alors, ces bandes occupaient toute la province, et ma première tâche, ça a été de réduire ces bandes, de les anéantir, car c'était le soulèvement total. En même temps, un autre soulèvement, largement encadré par les communistes, se déclenche en Cochinchine. La répression, menée par la sûreté coloniale, sera féroce. Les chefs se réfugient en Chine, où ils créeront le Viet Minh, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. En décembre, profitant à son tour de la faiblesse française, le Siam, qui sert baptisé Thaïlande sous l'œil bienveillant des Japonais, ouvre un second front pour obtenir des territoires au Cambodge et au Laos. Les combats terrestres qui s'ensuivent sont confus, et seule la victoire navale du croiseur Lamotte Piquet et de 4 avisos qui coulent une partie de la flotte siamoise à Ko Chang permettent à la France de sauver l'honneur. En mai 1941, les Japonais imposent leur arbitrage, l'Indochine est amputée de plusieurs provinces. Juillet 1941, 40 000 soldats japonais débarquent à Saigon. Ils ont désormais accès à tout le territoire et disposent de nouveaux aérodromes. À Vichy, se négocient les accords définitifs entre l'État français et le gouvernement impérial. Des conventions commerciales vont lier l'économie indo-chinoise à celle du Japon. Mais ce qui paraît être un moindre mal est en fait un piège, car Vichy accepte également le principe de la défense commune qui sera lourd de conséquences dans les années à venir. Autant cette pression japonaise a eu des conséquences très graves au sommet de la colonie à travers les exigences auxquelles il a fallu satisfaire, autant localement sur le terrain, elle est relativement légère. Concrètement, ils étaient, si j'ose dire, transparents. S'ils étaient bien présents en Indochine, ça n'avait rien à voir du tout avec l'occupation allemande que je venais de quitter. C'est absolument pas transposable. Le drapeau français est partout en place, l'administration n'a pas bougé, du côté des Vietnamiens, rien n'a bougé. C'est assez étonnant de trouver un pays, finalement, qui continue, en dépit de la guerre, de la défaite que l'on vient de subir, qui continue un petit peu comme si rien ne s'était passé. L'amiral Decaux était un bon marin, c'est-à-dire aimant l'autorité, pas très cultivé, enfin moyennement cultivé, ne connaissant pas bien l'Indochine quand il est arrivé, enfin, ni la civilisation chinoise, mais c'était un homme intelligent. Il faut pour rentrer à Naval, il faut tout de même avoir une certaine culture. Intelligent, mais sans aucune élévation de pensée. C'était pas un philosophe. Il se rendait très bien compte qu'entouré de gens qui ne voulaient pas de bien, et avec une armée qui n'avait pas d'armes modernes et qui par conséquent ne pouvait guère se défendre, eh bien, que le problème, c'était de durer. L'impression que j'ai eue en arrivant en Indochine, c'est que l'amiral Decaux et son entourage, et tous les Français en général, savaient très mal ce qui se passait en France, et en particulier ce qui se passait à Vichy. Et pour une raison très simple, c'est que personne ne pouvait les renseigner. L'Indochine était déjà complètement isolée depuis plusieurs mois. Donc j'ai trouvé des Français heureux d'échapper à la guerre, se rendant mal compte de ce qui se passait en France,
et, comment dirais-je, souhaitant que les choses ne s'aggravent pas. En Indochine, on reçoit la nouvelle de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor comme une très bonne nouvelle. Parce que c'est le signe que l'Amérique va entrer dans la guerre. Finalement, l'Indochine, sa guerre, c'est pas la guerre qui se passe en Europe, c'est la guerre du Pacifique. L'attente permanente des Français d'Indochine, c'est d'attendre le jour où les Japonais seront jetés à la mer. On les subit, mais on ne les aime pas. Le fait que les Japonais viennent au Vietnam et occupent l'Indochine pose encore un problème pour les petits jeunes comme nous. On se demande, est-ce que les Japonais, ce sont des gens qui sont venus là pour nous aider, pour chasser les Français, ou bien pour prendre à leur tour les destins de l'Indochine? Les Français se sont peut-être un peu laissés aller aux illusions, parce qu'il y avait tout de même une clause de défense commune avec les Japonais qui va se transformer en une véritable, presque, un renversement d'alliance. Mais pour l'heure, on s'arrange. Les Français isolés mènent leur vie. J'ai un oncle qui s'est mis à fabriquer du fromage, on arrivait à tirer un tas de choses. La colonie vivait en autarcie, mais finalement, elle vivait relativement bien. Les Japonais, au début, se sont comportés assez bien, mais ils avaient une propagande quand même assez forte, qui était une propagande pan-asiatique. Il y a des Vietnamiens qui ont tout de suite saisi le moyen d'obtenir quelque chose des Japonais. Ce qui a provoqué, de la part de l'amiral de Koo, une politique dite des patriotismes par rapport au nationalisme, c'est-à-dire exalter les identités khmères, laotiennes et vietnamiennes à travers leurs souverains. Largement diffusée auprès des populations, la propagande pétainiste, avec tout son paternalisme, a pu paraître quelque temps en phase avec la société traditionnelle vietnamienne. Par ailleurs, pour sauvegarder son autorité, l'amiral de Koo, entouré d'à peine quelques milliers de fonctionnaires français, est contraint d'assouplir la tutelle coloniale. Promotion des cadres indigènes, réapparition du mot Vietnam jusqu'alors proscrit, interdiction du tutoiement dans l'administration, organisation de mouvements de jeunesse ou création d'ateliers populaires vont finir par constituer une politique d'émancipation jusqu'alors refusée. C'était devenu presque officiel. On confiait même en vietnamien, en mandarin de l'éducation, et bien de faire une tournée de conférences pour raconter la vie du maréchal Pétain dans chaque école, dans chaque collège. Et tout le monde connaissait la chanson Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. L'image de la tête du maréchal plaisait beaucoup aux Vietnamiens. C'était une image en couleur, belle, c'est les cheveux blancs. Donc, vous savez, ils ont une grande vénération pour les vieillards. Pétain, c'est la réincarnation de Confucius. Parce que le travail, la famille, la patrie, c'était Confucius. On parle avec tendresse du héros de Verdun. Quant à la colonie française, aussi pétainiste en 1941 qu'une majorité de Français en métropole, elle ne mesure pas du tout la gravité des lois d'exception prises par Vichy et appliquées sans état d'âme par l'amiral de Koo. Un certain nombre de fonctionnaires d'origine juive ou francs-maçons sont exclus de l'administration et surtout, la propagande du gouvernement général va dénoncer sans cesse les gaullistes. L'amiral de Koo
était malgré tout assez maréchaliste, parce que Vichy satisfaisait en lui ce besoin d'autorité, ce besoin d'autorité, de fermeté, ça certainement. Et puis, il était contre, c'était un homme qui était contre toutes ces billevesées de démocratie. Instinctivement, il était contre, ça certainement. C'est difficile de parler d'idéologie, mais il faut plutôt parler des contraintes politiques dues aux circonstances, dues à la situation de l'Indochine, qui est très éloignée de la métropole à ce moment-là. Les Japonais connaissaient tout ça. Ils connaissaient les ordres que nous envoyait Vichy. Ils déchiffraient tous nos télégrammes, bien sûr. Alors, si on n'avait pas appliqué un minimum de ce que disait Vichy et que les Japonais connaissaient, ça aurait voulu dire que nous ne respections pas le gouvernement qui avait signé le traité de neutralité avec le Japon. Après être reçu au concours des rédacteurs des services administratifs, je fus affecté à la direction du personnel au gouvernement général à Hanoï. Je voyais que mon patron faisait tous ses efforts pour enterrer pratiquement les dossiers qu'on lui confiait. Il s'agissait des dossiers de licenciement des personnes d'origine juive, des francs-maçons, des gens qui participent à la résistance, qui ont des tendances contraires à l'esprit du régime. Je me souviens de mon père revenant avec un insigne à la boutonnière expliquant que ce que c'était la Légion de combattants, c'était pour mobiliser les Français en période de guerre. J'ai le sentiment, j'ai le souvenir qu'il y avait un peu d'ironie dans sa manière de nous en parler, mais que c'était toujours le désir de garder l'unité des Français face aux populations locales. Vraiment, c'est le maintien de la souveraineté de la France qui est la première préoccupation de mon père. Il va donc organiser en quasi-permanence, au cours de l'année, des tournées à l'intérieur de sa province. La conquête japonaise, c'est d'abord la rupture définitive de l'Indochine par rapport à la métropole. Toutes les liaisons sont supprimées. L'Indochine, plus que jamais, est isolée face à cette superpuissance nippone qui se manifeste tous les jours. Les Japonais faisaient aussi autre chose. Ils exhibaient carrément dans les rues et dans des conditions assez épouvantables, torse nu, en train de travailler, de casser des cailloux. Et ils exhibaient les prisonniers, mais dans une attitude de coulis, de voir des Blancs. Je crois que c'est resté dans les imaginations et les esprits des Vietnamiens. Nous n'avons pas compté sur les Japonais, parce qu'il y a des années, des histoires qu'on a racontées de la méchanceté des Japonais. Ils peuvent vous trancher comment la tête si vous faites quelque chose qui ne va pas à leur égard. Il y avait eu une propagande bien faite par je ne sais pas qui pour leur donner à penser que les Japonais étaient des sauvages. Si je vais vous dire une anecdote, par exemple. Il y avait à un moment donné une caricature qu'on a fait paraître un peu partout, qui représentait un officier japonais tel qu'ils étaient dans le temps, avec un short allant en dessous du genou, mal foutu, très armé, un sabre d'un côté, un pistolet de l'autre, et qui était en visite au jardin zoologique de Hanoï, et il va devant la cage de l'orang-outan, et l'orang-outan qui devait parler le japonais le regarde, puis lui dit « Comment t'as fait pour sortir ?» C'est un monde un petit peu irréel qui s'installe en Indochine, quand on voit ce qui se passe à travers le monde et combien l'Indochine s'organise dans sa bulle,
avec des activités, la course du flambeau, le tour d'Indochine à bicyclette, le col des nuages remplaçant le tour Malais. On a mélangé un petit peu les genres, la Révolution nationale, la jeunesse, le sport, les bonnes mœurs, les bonnes sœurs et les bons pères sont tout à fait à l'honneur. En Indochine, on vit à l'heure des bulletins radio. Les succès alliés dans le Pacifique et en Europe et l'arrivée du général de Gaulle en Afrique du Nord redonnent enfin espoir aux quelques civils et militaires qui, depuis 1940, ont monté des réseaux de renseignement et tenté d'organiser une résistance locale. Accusés de trahison et sévèrement condamnés, rares sont les hommes qui ont choisi de passer en Chine pour rallier la France combattante. Encore seul maître à la barre de l'Indochine, l'amiral Decoux ordonne d'obéir et de se taire. Son mot d'ordre, fidélité au maréchal Pétain et respect des accords franco-japonais. Aussi, c'est à l'insu de sa hiérarchie qu'en mars 1943, un groupe d'officiers du service de renseignement envoie l'un d'entre eux à Alger pour obtenir des directives du nouveau comité français de libération. On se souvient de ce qui se passait au Continental à ce moment-là. C'est vrai que c'était alors là vraiment le centre de la pétaudière saïgonaise. Alors là, il y avait tous les ragots possibles et imaginables, il y avait tous les bruits qui couraient. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait un clivage entre gaullistes et puis pétainistes. Moi, je n'ai pas le souvenir de quelque chose de très fort. Beaucoup de Français pensaient qu'il y avait un accord entre De Gaulle et le maréchal Pétain et que toutes ces choses s'arrangeraient après la guerre, quoi. Avec ce mythe de la collusion de Pétain et de Gaulle, on pensait que le retour de la France se ferait, puis que tout recommencerait comme avant. Alors il faut dire aussi que la colonie tournait en rond. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient fatigués, qui étaient malades. Et à force de vivre comme ça, en autarcie, évidemment, on se fait des idées et on se raccroche toujours à des souvenirs. La France est vraiment au centre de nos rêves. C'est le rêve d'un pays merveilleux, mythique. On n'en a aucune nouvelle, donc on peut rêver encore plus facilement. Il n'y a plus de contact avec les réalités de la France. En octobre 1943, l'amiral Decoux envoie à son tour un émissaire à Alger, où il ne rencontrera que le général Giraud. Sa mission est de s'informer, mais pas d'évoquer un ralliement au général de Gaulle. Ce qui explique qu'au début de 1944, c'est au général Mordant, commandant supérieur des troupes de l'Indochine, que de Gaulle va faire parvenir des instructions. Elles lui seront transmises clandestinement par un ancien planteur, François de Langlade. Et les instructions de Langlade étaient de voir l'amiral Decoux. Et s'il ne les a pas suivies, c'est parce que Mordant l'a empêché de le faire pour, je crois, essayer de prendre le pouvoir lui-même en Indochine. C'était un homme d'ailleurs des plus médiocres à tous les points de vue. Et je suis surpris que Langlade n'ait pas été frappé assez vite par le caractère du général Mordant que tout le monde connaissait en Indochine. Il n'avait aucune autorité. D'ailleurs, il l'a montré ensuite. Bien qu'il le méprise, l'amiral Decoux accepte la nomination du général Mordant comme chef de la résistance et délégué du gouvernement français, tout en continuant de jouer son rôle de gouverneur général face aux Japonais. La décomposition de l'autorité française est aggravée par le soutien des États-Unis au maquis Viet Minh naissant. Seuls les Britanniques parachutent des armes aux résistants. Moi, j'appartiens à un réseau qui fait uniquement du renseignement. J'appartiens à un réseau de résistance civile et je n'appartiens en aucune façon à un réseau qui fait des parachutages. Alors les parachutages, oui, j'en entends parler. J'ai des échos qu'il y a des parachutages dans la région de Kontum, en arrière-région. Je sais que
de plus en plus, tout le monde parle au cercle du débarquement américain, autour du court de tennis. Les jeunes filles reviennent triomphantes en montrant des cigarettes Lucky Strike. Mais c'est, si je puis dire, une autre résistance que celle à laquelle j'appartiens. Decoux n'a plus de pouvoir, mais c'est lui qui a les rênes, et Mordant, qui a le pouvoir, n'a pas d'autorité sur les gens en place. C'est dingue ce qui a été créé. Et plus personne commande, finalement. Le général Mordant m'a envoyé un officier pour me dire que l'envoyé du général de Gaulle me demandait d'aller le voir. Et Busch m'a dit tout de suite que le général de Gaulle donnait l'ordre de monter une résistance. Alors j'ai dit, c'est très imprudent. La résistance, ce sera inexistant. Ce n'est pas quelques milliers de soldats dispersés qui vont s'opposer aux Japonais. Ils ont écrasé notre armée à la frontière de Chine et à la frontière de Thaïlande, alors qu'à ce moment-là, nous avions tout de même des armes convenables. Et maintenant, on n'a plus d'armes. Ce n'est pas les quelques armes que vous avez parachutées qui vont changer les choses. Alors, les Japonais vont savoir ça. Et pour ne pas être pris entre deux feux, si les Américains débarquent, eh ben, ils vont nous sauter dessus. Alors j'ai dit, mais je refuse. Je ne veux pas monter une résistance. C'est un suicide pour l'Indochine. Le général de Gaulle voulait qu'il y ait une guerre entre la France et le Japon en Indochine, que le sang coule en Indochine, comme il disait, pour justifier, si vous voulez, la présence de la France aux côtés des Alliés dans la guerre du Pacifique. Comment peut-on imaginer que le général de Gaulle, en guerre contre le Japon, restera en paix avec le Japon en Indochine? Il fallait rêver pour croire que cette situation-là se prolongerait très longtemps. Je crois que le devoir des Français d'Indochine, à partir du moment où le Japon était entré en guerre, était de se battre. Alors, je sais bien, leur bataille était une bataille sans espoir. Vous ne pouviez pas, dans une colonie asiatique, occupée par les Japonais, demander aux troupes françaises de faire leur devoir et en même temps d'abandonner leur famille aux Japonais. C'était la première chose à faire. Si on voulait lutter contre les Japonais, c'était de faire partir les femmes et les enfants. On ne l'avait pas fait. Dans la fonction d'administrateur, et ça a toujours été des consignes qui avaient été données, quoi qu'il advienne, vous restez à votre poste. Et il ne s'agit pas, dans ces fonctions-là, de prendre la brousse, le maquis pour aller jouer aux petits soldats. On est responsable d'une population, on est responsable d'une province, il faut faire front. Je dois vous dire que les Vietnamiens étaient tenus à l'écart de ces problèmes politiques. Et j'ai vu que l'ambiance à ce moment-là, c'était plutôt une ambiance de méfiance. Je sentais ça. J'avais assez peu de relations avec les collègues français, et d'ailleurs ils ne se confessaient pas du tout avec des indigènes comme moi, même si j'étais un rédacteur des services administratifs, il y avait toujours une certaine distance, un certain écart entre les indigènes et les Français. En février 1945, les derniers échanges entre la France libérée, sa colonie et les Alliés témoignent d'une équivoque totale. De Gaulle exige de combattre, alors que Roosevelt ne veut à aucun prix des Français, et que l'amiral Decoux espère de son côté tenir jusqu'à la paix en évitant de provoquer les Japonais. Sur place, les bombardements américains sur les voies de communication terrestres et maritimes coupent l'approvisionnement du Nord en riz et commencent à entraîner une famine dramatique parmi les populations. Elle va aggraver le fossé entre les coloniaux et les Vietnamiens. Alors qu'ils viennent de perdre les Philippines et se retirent de Malaisie, de nombreux signes indiquent que les Japonais, qui s'attendent à un débarquement américain, s'apprêtent à déclencher un coup de force en Indochine. Le 9 mars, en fin d'après-midi, l'ambassadeur du Japon demande à rencontrer l'amiral Decoux, tandis que dans plusieurs garnisons, les officiers français reçoivent une invitation tout à fait inhabituelle de leurs homologues japonais.
Le 9 mars arrive. Mon père est en tournée. Il est parti pour une tournée d'une semaine, courte. Je crois même qu'il avait hésité avant de partir. Mais il fait sa tournée. Et comme nous sommes seuls, ma mère et nous quatre, le médecin, le docteur Amig, nous propose de venir dîner à la maison. J'avais à peine 8 ans. J'étais petite. Le soir est calme. Toute la famille prépare à dormir comme d'habitude. Et soudain, on a entendu des coups de feu du côté de la gare. Parce que notre maison se situe auprès de la gare. Les coups de feu continuent et si bruyants que ma mère a peur, elle m'a poussée sous le lit. Je prenais mon repas le soir, là, on était vers 8 heures, et puis on a entendu une fusillade et même une canonnade qui venait de Hanoï, donc d'assez loin. Nous étions environ à 1 kilomètre du PC de notre bataillon. On reçoit un caporal-chef qui vient et puis qui nous dit « Alerte au 13 ». On lui dit « Qu'est-ce que c'est alerte au 13 ?» Eh ben, il me dit, je sais pas, le commandant, il a dit, alerte au 13, cours vite dire ça. L'attaque a commencé, non pas à Hanoï, mais elle a commencé à Coyenne, une province maritime entre la baie d'Along et Haïphong. Alors j'ai reçu un coup de téléphone du résident de Coyenne me disant que les Japonais commençaient à attaquer. Alors j'ai essayé immédiatement d'alerter quelqu'un, toutes les communications étaient coupées. Vers 9h15, 9h30, nous entendons des coups de feu. Et à ce moment-là, se précipite chez nous la voisine du médecin, une petite fille qui a mon âge à peu près, Sylviane, blanche en chemise de nuit. Les Japonais sont arrivés, ils ont blessé papa, elle éclate en sanglots. Le capitaine Dubo, qui était mon ancien, me dit, toi tu vas aller, va au bataillon pour savoir réellement ce qui se passe, pourquoi on nous donne cet ordre qui paraît bizarre, quoi, jamais entendu parler. Cette fusillade-là dure depuis bientôt une demi-heure, et alors je me suis informé, les gens m'ont dit qu'ils avaient vu des dizaines et des dizaines de camions japonais passer et se diriger vers la ville. Nous faisons peut-être 100 mètres quand nous entendons dans Langson une très longue rafale de mitrailleuses. Eh ben, je dis, ça y est, l'alerte au 13, je dis au sous-lieutenant Joss, je lui dis, cette alerte au 13, ben, ça y est, c'est la guerre, je lui dis. Il me dit, la guerre. Ben, je lui dis, vous entendez? Un officier japonais est entré dans mon bureau, chambre au clair, avec 2 soldats, et il m'a demandé de le suivre. Et puis, ils m'ont collé contre le mur en descendant le perron, et le grand perron de la résidence supérieure donnant sur le parc. Ils m'ont collé au mur. Alors j'avais pensé qu'ils allaient me fusiller. Au bout d'un quelque temps, nous décidons de traverser la rue pour aller à l'hôpital. Le médecin habite en face de l'hôpital, bien sûr. Et nous montons dans une chambre du pavillon des Européens et nous nous tairons dans le plus grand silence. La terreur, c'est ce qui se passe. On entend des bruits de feu, des coups de feu. On entend des camions qui roulent. On ne voit rien, on ne comprend rien. Et surtout, il ne faut pas faire de bruit. Ils m'ont emmené à l'état-major japonais, et c'est là où je me suis trouvé en face d'un général et puis d'un officier qui m'ont demandé de signer l'ordre de cesser le feu et de déposer les armes. Alors j'ai refusé. J'ai refusé en disant, parce que je pensais que c'était contraire à l'honneur de signer une capitulation sous la menace, et ils ne m'ont pas torturé. Alors que mon collègue d'Annam, lui, qui avait refusé également et qui avait eu des mots malheureux à l'égard du Japon, ils lui ont coupé la tête, après lui avoir fait creuser sa tombe. Ils lui ont coupé la tête au sabre. Dans l'après-midi, toute la population européenne se trouve regroupée, amenée par les Japonais au Bungalow. Nous ne savons pas où est mon père les premiers jours, et puis le 3e jour, on apprend qu'il est dans cette maison qui sert à la Campetta et la gendarmerie japonaise, et où se font les interrogatoires. Et en rentrant de ces interrogatoires, les hommes dits au secret arrivent à nous faire savoir que mon père y est dans cette maison. Ils ont humilié, ils sont des prisonniers, des pauvres prisonniers, parce qu'au marché d'Ongba, les prisonniers français qui passent
Les femmes et les enfants ont tellement pitié d'eux, on leur jette des fruits, des bananes. Voilà, les Français, qu'on a cru si puissants, ont tout le pouvoir dans leurs mains. Le soir au lendemain matin, ils ne sont plus rien. Le soir du 16 mars, début de soirée, les Japonais nous appellent, nous font encore un appel dans le couloir de ce bungalow et ils font mettre les hommes d'un côté du couloir, les femmes et les enfants de l'autre côté du couloir. Et puis les hommes sont embarqués en 2 vagues et nous on se retrouve, nous sommes 33 femmes et enfants, complètement désemparés par le départ de ces hommes. Et la nuit se passe, et le lendemain, nous, les enfants, nous avons le droit de mettre le nez hors du bungalow. Et près du grillage, il y a des gens qui nous disent, ils nous vont expliquer, tiet, ils sont morts, tués, enfin. Nous comprenons qu'ils veulent nous dire qu'ils sont tués. Et nous rentrons au bungalow et nous disons à nos mères, on nous a dit que les hommes sont tués, les hommes sont tués. On s'aperçoit très bien qu'il y a là un coup de force général sur l'Indochine, et on en est encore dans cette deuxième période du mois de mars à attendre les Américains et à attendre une réaction. Ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est qu'il n'y ait pas de réaction du général de Gaulle. On ne le comprend pas. Le 21 mars, nous verrons 2 camions passer à l'heure de la sieste, et dans ces camions, il y a des Japonais en armes, et au milieu, il y a mon père, avec des évêques. Il y avait 2 évêques à Takek, et puis un prêtre. Il y a 2 camions, ils sont 8, attachés ensemble, entourés de Japonais. Ces camions passent sous les fenêtres de cette maison où nous sommes installés. Ça sera donc la dernière fois que nous aurons vu mon père. À Takek, au Laos, tous les hommes sont abattus ou étouffés. À Langson, 100 militaires sont tués au combat, 460 décapités au sabre ou achevés à la baïonnette, dont les officiers invités dans la soirée au banquet offert par les Japonais. À Dongdang, il n'y aura que 3 rescapés. À Ajiang, 80 prisonniers sont exterminés. À Hanoï, 200 seront tués. À Tong, les officiers seront exécutés devant leur famille après que femmes et enfants aient été violés. Dans toute l'Indochine, ce n'est qu'une suite de massacres et de viols. 2200 Européens et 1300 Indochinois seront tués, de très nombreux blessés et disparus, des centaines de captifs torturés pendant des mois par la Kampétaille, la Gestapo japonaise qui en enfermera certains en cage dans des conditions équivalentes à celles des camps de la mort nazie. En une nuit, toute l'administration coloniale a disparu. Dans les semaines qui suivent, la population française est internée. Seuls quelques milliers d'hommes, conduits par les généraux Sabatier et Alessandri, parviendront en Chine sans le moindre soutien américain. Au Laos, des parachutistes de la France libre tiendront encore la jungle pendant des mois. Du côté vietnamien, on sent le moment venu de mettre fin à 80 ans de présence française. Le 12 mars, l'empereur Bao Dai dénonce les traités de protectorat et proclame l'indépendance du Vietnam. Sa Majesté Bao Dai a déclaré l'indépendance. Ah, tout le monde est heureux, parce que, bon, on a parlé toujours d'indépendance, on a parlé de liberté, mais jusqu'à maintenant, ce sont des mots presque interdits. C'est comme si on ouvre la vanne à toute une masse d'eau qui va maintenant refluer sur tout le territoire indochinois. On ne s'en rendait pas compte dans les camps que l'idée nationale avait suivi un cheminement aussi rapide. On ne s'en rendait pas compte. Et toujours rien, bien sûr, du côté de la France. Alors cette situation va durer. Et il ne se passe rien. Avril, mai, juin, juillet, août, on va arriver au mois d'août. Tout, rien, pas un signe de l'extérieur. Le 6 et 8 août, la bombe atomique est lâchée sur Hiroshima et Nagasaki. Le 14, le Japon capitule. Alors que les Français s'imaginent qu'ils vont être libérés, ils restent sous la garde des Japonais en attendant que Chinois au nord et Britanniques au sud réoccupent l'Indochine. C'est ce qui vient d'être décidé à la conférence de Potsdam entre alliés. De Gaulle n'a été ni consulté ni prévenu. Nous nous sommes trouvés surpris, parce que nous étions prêts, nous, à débarquer en Indochine 6 mois ou 1 an plus tard, ce qui nous remettait, si vous voulez, à l'été 1946. Donc nous préparions, mais sans hâte excessive. L'explosion de la bombe atomique, d'abord, la capitulation japonaise oblige à précipiter le mouvement. Et précipiter le mouvement
consiste à parachuter du personnel sur l'Indochine. Alors, on va parachuter 7 équipes sur le Tonkin, dont la mienne. On va parachuter plusieurs équipes sur la Cochinchine, dont celle de Sédil. Et puis on parachute également des équipes sur le Cambodge, sur le Laos. Nous, on attendait l'amiral Decoux, tout à fait dans la logique des choses, réinstallé dans son poste, ou tout au moins un représentant français, dire voilà quelles sont les instructions, voilà comment on redémarre, voilà ceci, voilà. Voilà, on était complètement hors du temps. À l'extérieur des camps, le pays explose. L'administration de l'éphémère gouvernement mis en place par l'empereur Baodai s'est effondrée. La famine, aggravée par les réquisitions japonaises, entraîne des épidémies de choléra et de typhus. Plus d'1 million de Tonkinois vont périr et les Français rapidement désignés comme responsables par le Viet Minh. À sa tête est réapparu le leader révolutionnaire Nguyen Ai Quoc, qui a fait ses classes auprès du Parti communiste français avant de rejoindre le Comintern. Désormais connu sous le nom d'Ho Chi Minh, il utilise la stratégie éprouvée du front antifasciste. Soutenu par les conseillers américains de l'OSS, il va rallier tous les partis nationalistes dans une large union, d'abord anti-japonaise. Nous savions que le Parti communiste était présent dans la coalition pour l'indépendance du Vietnam. Mais nous ne pensions pas que le Parti communiste puisse contrôler toute cette organisation et en faire une sorte d'appareil à son profit. Ce qui me frappe dans toute cette région, et où pendant 2 mois nous y sommes, c'est que la souveraineté de la France, l'autorité de la France a été complètement effacée. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus, naturellement, plus un seul fonctionnaire français depuis le coup de force japonais, bien entendu, mais il n'y a plus non plus de représentants de la vieille administration vietnamienne, il n'y a plus de mandarins, si je peux dire. Le pouvoir a été pris par des comités Viet Minh, des sortes de soviets, si je peux dire, et tout cela me paraît être administré assez normalement. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de désordre. Je dirais au contraire qu'il commence à y régner un ordre communiste. Kim Nguyệt Thế Sang, ta cùng đồng lòng điếm tô non sông từ đây ra sức anh tài, đoàn ta trên vai nề chi trông gai lên đàng. C'est une chanson qui donne l'énergie à toute la population. On croit que l'indépendance dans notre main. Et puis voilà l'indépendance du pays. Nous sommes tout à fait émus. La capitulation japonaise précipite les événements auxquels le gouvernement français réagit toujours avec un temps de retard. Le 17 août, le Viet Minh s'empare du pouvoir à Hanoï, tandis qu'à Paris, le général de Gaulle nomme l'amiral d'Argentlieu haut commissaire en Indochine et le général Leclerc commandant des troupes. Le 25, l'empereur Baodai abdique. Le 2 septembre, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du pays. Les 3 vieilles provinces de Cochinchine, d'Annam et du Tonkin sont réunifiées sous le nom de Vietnam. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. À Hanoï, la mission française, conduite par Jean Saint-Denis, est pratiquement captive. Américains et armées d'occupation chinoise lui sont résolument hostiles. Elle tente néanmoins d'établir le dialogue avec le nouveau pouvoir vietnamien. Sa marge de manœuvre est étroite, car le général de Gaulle entend d'abord restaurer l'autorité de la France et ne propose qu'une autonomie réduite, inadaptée à la situation réelle. À Saïgon, l'arrivée des troupes britanniques puis françaises libère enfin les coloniaux de 7 mois de cauchemar, sans pour autant empêcher le massacre de centaines d'Européens et d'Eurasiens par des groupes de nationalistes. Le 5 octobre, le général Leclerc se pose à Saïgon. Enfin, voici Saïgon. 2 jours plus tard, le général Leclerc atterrit sur le terrain de Tan Son Nhut, où l'accueille le major général Gracie, commandant la 20e division hindoue, et le colonel Sédille, sous-délégué du haut-commissaire pour la Cochinchine. Le général descend de voiture pour prendre contact avec ces Français qui brûlent de le connaître. Malgré la pluie torrentielle, une foule énorme l'attend et ce geste spontané du chef soulève un enthousiasme délirant.
devant le palais du gouvernement, les honneurs sont rendus par les marins du commando aéronaval et par un détachement de parachutistes qui les premiers atterrirent en Indochine. Le lendemain, tout Saigon est venu écouter le général qui déclare « Les problèmes qui restent à résoudre seront résolus, je vous l'affirme. Nous avons célébré la victoire à Paris, à Strasbourg et à Berchtesgaden. Nous la célébrerons aussi à Saigon et à Hanoï. » Nous les attendions véritablement comme le Messie. Après, on a voulu évoquer ceux qui étaient attachés au maréchal, ceux qui étaient gaullistes, ceci, cela. Il y a une absence de jugement sur ce qui s'était passé pendant toute cette période où les Français avaient été enfermés. C'est la façon dont, dans des cas aussi extrêmes que cela, est perçue la France. On parle toujours de mère patrie, mais plus encore que la patrie, c'est finalement la mère qui vient à l'esprit, tout au moins qui vient au cœur. Et nous attendions des Français, nous attendions des libérateurs. On a vu arriver des justiciers qui condamnaient le système de coups dans son ensemble, et sans qu'il y ait d'analyse à proprement parler, sans qu'on se rende bien compte de la différence qu'il pouvait y avoir entre le régime de Decoux en Indochine et le régime de Pétain, avec tous les excès qu'on a appris après. Il y a eu des condamnations, mais enfin pas pour moi, ni pour l'amiral Decoux. L'amiral Decoux est passé en conseil de guerre, enfin en haute cour. Et il a été acquitté d'ailleurs, l'amiral Decoux a été acquitté. Notre place n'existe pas. Nous n'avons plus rien. Nous avons 2 cantines à 5. Nous n'avons plus surtout ni notre père ni ma mère, son mari. Aucune situation administrative organisée. Les rescapés du drame du 9 mars devront attendre de longs mois avant d'être rapatriés. Ils ont tout perdu et certains d'entre eux seront en plus convoqués devant des commissions d'épuration. Le 30 novembre 1945, l'amiral d'Argentlieu débarque et annonce le retour rapide de la paix. En fait, c'est le début d'une guerre qui va durer 30 ans. Le haut-commissaire de France en Indochine a déclaré « Nous ne venons pas apporter la guerre et récolter de nouveaux lauriers. Nous venons rétablir l'ordre, le travail et la tranquillité. Les éléments déchaînés ou les ruses des fanatiques n'ont pas de prise sur des hommes qui se sont battus sur 3 continents. Hier, le méchoui arabe, aujourd'hui, le cochon anamite. Une nouvelle tâche, la principale, commence pour le corps expéditionnaire. Redonner confiance aux populations intoxiquées par les diverses propagandes qui ont polarisé la résistance à l'européen. Désormais, c'est pour nous que de gré ou de force, le Jap doit travailler. Bien des ponts ont été rompus par sa faute entre l'Europe et l'Asie. Les chefs du corps expéditionnaire savent que le maintien du prestige de la France n'est pas incompatible avec l'émancipation des autochtones. Des injustices ont été commises. Nous sommes venus pour les effacer et pour prouver à la population anamite que bien loin des luttes fratricides qui actuellement l'opposent à nous, il existe une solution de justice et de paix dans le cadre d'une autonomie intérieure de l'Union française. Je crois qu'on aurait pu préparer le pays à se gouverner lui-même et éviter la guerre d'Indochine, qui à mon avis était une chose très très regrettable et je crois qu'on aurait pu éviter. Mais il fallait pour cela mettre immédiatement, il ne fallait pas laisser se prolonger ce hiatus de l'autorité française qui existait depuis le 9 mars. D'ailleurs, on se rendait compte que c'était la fin des empires coloniaux. J'en ai bien souvent parlé avec l'amiral Decoux. Il se rendait parfaitement compte qu'il était le dernier gouverneur général de l'Indochine. Je crois que l'amiral Decoux n'a pas été très bien traité, en effet, et que rien n'aurait empêché de le traiter un peu plus dignement. Mais le remettre en place, ça n'aurait servi rigoureusement à rien, parce que le fait que l'amiral Decoux ait été déposé et que les forces françaises, à l'exception de la colonne Sabatier-Alessandri, qui a combattu,
que les forces françaises, l'administration française, aient été effacées en une nuit de toute l'Indochine, avait complètement déconsidéré toute cette administration et toute cette armée aux yeux des Vietnamiens. Songez, voilà des Français qui sont là depuis 3/4 de siècle et qui, en l'espace d'une nuit, perdent tout, disparaissent complètement. C'est d'abord la preuve que les Français étaient moins enracinés qu'ils ne le croyaient, c'est la preuve que les Japonais ont agi avec énergie, mais les Vietnamiens interprètent cela naturellement comme le fait que la légitimité française a disparu. Disons les choses simplement, l'amiral Decoux, pour avoir capitulé immédiatement, est devenu illégitime. Et le remettre en place, ça ne servait à rien. Or, disons-le, oui, je crois que de façon à peu près irréversible, nous avons perdu l'Indochine le soir du 9 mars. Sérénade indochinoise, beau refrain chargé d'extase, je l'entends très souvent près des rizières de Chine. Les chansons semblent divines et l'amour pour toujours est oublié. Bien des larmes donnent à la vie plus de charme, un charme qui vous prend l'âme dès que votre cœur s'enflamme. Sérénade indochinoise, beau refrain rempli d'extase, tu me prends tendrement. Jolie chanson de l'Indochine qui me revient tendre et câline, je la lui murmurai tout bas en la serrant tout contre moi.